Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ainsi donc, à la fin du XXe siècle, une transformation d'une ampleur comparable à celle en tout cas je pense, à celle de Gutenberg se produit. Enfin, je peux poser la question et on se la posera d'ailleurs dans le bonus si vous voulez. Mais cette fois, elle ne concerne pas seulement les techniques de reproduction ou de diffusion, elle touche à la nature même du livre. Pour la première fois depuis des siècles, le texte se détache de son support matériel. Le livre tel qu'il existait, c'est-à-dire l'objet imprimé, relié, identifiable, entre dans une phase de dématérialisation. Ce basculement repose sur plusieurs innovations convergentes. La numérisation des textes va permettre leur conversion en données et Internet offre un réseau de diffusion instantanée, global, quasi illimité. Les supports de lecture sont en train à ce moment-là d'évoluer. Des ordinateurs, des liseuses, des smartphones, le livre devient un fichier accessible partout, à tout moment. Moi je me souviens, pour vous donner mon cas particulier, au tout début des années 2000, vraiment tout début, fin 99, début 2000, j'avais un Palm Pilot. Palm Pilot, c'était un, comment on pourrait dire, un agenda électronique, si vous voulez. Et très tôt, on a eu la possibilité d'avoir des livres écrits qu'on pouvait mettre dedans et lire donc de la lecture numérique. Et je trouvais déjà que il y avait aucune différence entre lire un livre papier et lire sur le Palm Pilot. Et je trouvais que quand on était dans le métro bondé avec 200 personnes au mètre carré, c'était plus facile de lire d'une main, d'un doigt, si j'ose dire, que de tourner les pages, etc., d'avoir ces deux mains. Voilà. Et donc très vite, très tôt, le livre a changé en fait de comment je pourrais dire, de support. Il a totalement changé. Moi, je pense que le contenu ne change pas selon le contenant. Voilà. Après, on peut discuter sur mais le livre, l'odeur, machin, ça, il n'y a pas de problème, discutons-en si vous voulez. Mais je trouve que le livre numérique ne perd rien. Voilà, moi qui suis habitué à lire en numérique, j'avoue, j'adore le livre papier, je ne suis pas en train de dire ça. Il n'y a pas d'opposition pour moi, c'est exactement comme un livre de poche et un très beau livre. Le livre numérique, pour moi, c'est un livre de poche. Ça permet d'avoir toute sa bibliothèque dans sa poche. Voilà, bref, je ne vais pas vous parler de ma vie pendant 107 ans, évidemment. En tout cas, ce livre donc devient maintenant un fichier accessible partout, à tout moment. Et ça change profondément, ça modifie profondément les conditions de production et de circulation. Bah oui, la reproduction du texte qui avait déjà été massifié par l'imprimerie atteint un niveau inédit. Le coût marginal de diffusion maintenant tend vers le zéro. Et d'ailleurs, le livre numérique prend pas en France, par exemple. Pourquoi ? Certainement le coût, j'imagine, parce que je trouve scandaleux qu'un livre numérique ait le même prix que le livre papier. Ça, je trouve ça une honte. Personnellement, quand on voit comment c'est fait, franchement, c'est scandaleux. Après, je vais me faire des copains, je sais bien, mais c'est comme ça. Et donc, sachant que de toute façon le fichier numérique existe et qu'il est mis à disposition pour une liseuse, franchement, il n'y a pas de coût de production supplémentaire. Donc, c'est vraiment proche du zéro. Un même texte peut être consulté simultanément par des milliers, voire des millions de lecteurs sans contrainte matérielle. C'est quand même fantastique. Et dans ce contexte, les frontières traditionnelles du livre s'estompent. La distinction d'ailleurs entre livres, articles, documents, contenu d'ailleurs devient de plus en plus floue. Le texte s'inscrit dans un flux continu maintenant d'informations. Il coexiste avec d'autres formes, des images, des vidéos, des sons. Le livre en lui-même cesse d'être un objet isolé pour devenir un élément d'un écosystème numérique. Si vous prenez le métro, par exemple, là aujourd'hui, que ce soit à Paris ou dans les grandes capitales ou dans les grandes villes, si vous voyez quelqu'un avec un livre papier, vous m'appelez, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Soit ils sont comme des zombies à jouer sur TikTok, soit ils sont en train d'écouter quelque chose, la musique dans leurs écouteurs, ou de regarder une vidéo sur leur smartphone, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent. C'est vrai que c'est étonnant, alors qu'il ne s'est jamais vendu autant de livres. C'est très curieux. Et cette mutation, eh bien, elle affecte également les acteurs de ce système-là, l'auteur n'est plus nécessairement dépendante d'un éditeur pour diffuser son texte. Ça a changé. L'auto-édition s'est développée extrêmement. Les plateformes permettent une mise en ligne directe. Vous pouvez vous écrivez votre bouquin, vous le mettez sur Amazon et, ça se vend tout seul, entre guillemets. L'éditeur, de son côté, voit son rôle aussi évoluer. Il reste un garant de sélection, en tout cas, j'espère, de qualité, en tout cas, j'espère, parce que le nombre de fautes de français ou de fautes d'orthographe
On peut se poser la question. Il reste un garant de diffusion, ça c'est sûr, mais il doit s'adapter à un environnement plus ouvert et plus concurrentiel. Les circuits de distribution sont transformés de façon profonde. Les libraires physiques, bon, quand vous en trouvez un, vous m'appelez, coexistent avec des plateformes numériques globales. La diffusion n'est plus limitée par des contraintes géographiques. Maintenant, le livre circule à l'échelle mondiale, dans un espace déterritorialisé. Mais cette ouverture s'accompagne de nouvelles formes de concentration. Les grandes plateformes numériques, je parlais d'Amazon, mais il y a Apple, Google, etc. Google qui numérise tous les livres petit à petit, alors que la France a hurlé « Oh là là, mais pourquoi Google alors qu'on pourrait très bien le faire ?» C'était il y a 20 ans toujours. Mais ça, pour hurler, on est très fort. Mais sinon, bref, je vais pas... c'est pas une émission coup de gueule non plus. Hein. Donc, les grandes plateformes organisent l'accès au texte, orientent aussi les choix des lecteurs, structurent les marchés. Je dis orientent parce que quand vous achetez un livre sur Amazon, tout de suite vous allez avoir, vous avez acheté ceci, vous aimerez certainement cela. Et donc vous restez dans une sorte de maelstrom, dans un siphon qui vous évite de sortir de ce que vous aimez, alors que ce serait bien de nous proposer des choses différentes, justement. Ça serait intéressant. Le contrôle, attention, le contrôle du livre ne disparaît pas non plus, hein, il change de nature. Il passe plus seulement par la censure ou la réglementation, mais par des logiques algorithmiques, économiques, technologiques. Il ne faut pas croire, il y a encore des livres aujourd'hui qui, sans être interdits, quoique, il y a quand même des livres qui sont interdits de sortie. Il y a des livres qui sont interdits de communication. On a vu ça à Paris l'année dernière ou il y a 2 ans, un livre sur un sujet qui pouvait choquer, mon Dieu, et ça, c'était pas sexuel, hein, a été interdit d'affichage. C'est assez curieux, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc il n'y a pas forcément une censure comme il y avait avant, mais c'est des logiques aussi algorithmiques, économiques, technologiques. Après tout, si Apple, Google et consorts décident de ne pas mettre en avant tel livre, vous n'en entendrez jamais parler. Dans le même temps, les pratiques évoluent, les pratiques de lecture. La lecture numérique va introduire de nouvelles habitudes. La fragmentation, la navigation, le multitâche, vous faites 2 choses à la fois. Le rapport au texte se transforme aussi puisque vous pouvez changer la typo. Donc vous pouvez changer le bouquin, donc c'est assez dingue. Vous pouvez plus dire à telle personne qui lit le livre papier quand vous lisez le numérique, j'en suis à la page 134, ça ne veut plus rien dire. Là où le livre imprimé favorise une lecture linéaire, continue, le numérique encourage des formes de consultation plus discontinues. Malgré tout, cette transformation n'est ni uniforme ni totale, bien sûr. Le livre imprimé n'a pas disparu, loin de là. Il coexiste avec le numérique. Comme je disais tout à l'heure, il s'en est jamais vendu autant que ces derniers temps. Est-ce qu'ils sont lus ? Ça, c'est autre chose. Parce que ça, c'est très français aussi. On met dans sa bibliothèque pour montrer dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Hein. C'est exactement ça. Ce qui définit le livre, c'est une forme de rapport au texte. La durée, la cohérence, la structuration. Le numérique ne supprime pas ces caractéristiques. En fait, il les reconfigure. Et la mutation actuelle ne peut pas être comprise ni comme une simple continuité, ni une rupture absolue. Ça prolonge en fait certaines dynamiques anciennes, diffusion élargie, transformation des circuits, tension entre contrôle et circulation, tout en introduisant des éléments nouveaux, hein, dématérialisation, globalisation immédiate, médiation algorithmique, etc. C'est précisément cette articulation qui permet de répondre à la problématique. Depuis l'absolutisme, le livre a connu plusieurs régimes successifs. D'abord instrument de contrôle, il devient au XVIIIe un vecteur de contestation. Au XIXe, il entre dans une logique industrielle. Il devient donc un produit de masse. Et puis au XXe, il s'inscrit dans un système médiatique concurrentiel. Et aujourd'hui, il se transforme en objet hybride, à la fois contenu numérique et support imprimé. Et si vous voulez, à chaque étape, vous avez une constante qui apparaît. Le livre oscille entre 2 pôles, celui de la diffusion et celui du contrôle. Il ouvre des espaces de circulation des idées et puis ces espaces sont partiellement réorganisés, encadrés, intégrés à de nouvelles structures de pouvoir. La révolution numérique ne fait pas exception, hein. Elle élargit considérablement les possibilités de diffusion, mais elle introduit aussi de nouvelles formes de régulation. Le contrôle ne disparaît pas, il se déplace. Et donc, depuis Gutenberg, l'histoire du livre n'est pas celle d'une progression linéaire vers la liberté, ni celle d'un enfermement croissant. C'est celle d'un mouvement permanent, d'un équilibre instable entre ouverture et maîtrise. Le livre change, se transforme, il s'adapte.
Mais il demeure sous des formes différentes un outil central de la vie intellectuelle et c'est peut-être là l'essentiel. Parce que, au-delà des supports, des techniques et des marchés, ce qui persiste, c'est la capacité du texte à circuler, à être lu, et j'insiste, à être interprété. Autrement dit, la capacité des idées à exister, à être discutées. Et c'est ça, finalement, le plus important de toute cette histoire. Je terminerai sur une seule chose très rapide, mais qui dit beaucoup quand même par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, entre le livre papier et le livre numérique. Le livre papier, on le prête facilement, il circule, c'est ce que je disais, circulation de la main à la main, etc. Vous avez des bibliothèques, etc. Le livre numérique, lui, vous ne pouvez pas le prêter. Il y a des DRM, des verrous numériques, donc vous ne pouvez pas le prêter. Vous ne pouvez pas acheter un livre et l'offrir. C'est pas possible. C'est intéressant. Donc quelque part, est-ce que c'est une volonté de censure sans en être une, ou est-ce que c'est on en profite parce qu'il n'y a pas que la logique économique. C'est des questions dont on pourrait parler pourquoi pas d'ailleurs dans une matinale, un jeudi matin. Venez nous voir, vous le savez, sur Timeline Story. Timeline Story, c'est le nouveau nom de Timeline Podcast sur YouTube. Donc Timeline Story, c'est le grand espace qui va vous proposer donc Timeline Radio et puis la télé et puis des images, etc. Et puis peut-être aussi des livres numériques un jour. On va essayer de grandir petit à petit. C'est pas simple, on n'est pas nombreux. On fait ça avec nos mains, 8 heures par jour. Et c'est pas évident, mais heureusement que vous êtes là en tout cas. Merci encore. Et puis pour les premiums, les abonnés premium, on se retrouve dans un instant avec le bonus. Et puis pour les autres, on se dit à la semaine prochaine. Et puis pourquoi pas à jeudi matin pour le direct de la matinale, 8h10, 10h10. Salut à tous. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.